Le bonus de l'épisode 396, le voici, le voilou, 15 minutes maximum, vous le savez, c'est le contrat que nous passons avec nos chroniqueurs, qui sont forcément les mêmes que pour l'épisode principal, que vous avez peut-être déjà écouté ou pas encore, vous l'écouterez après. N'ayez crainte, il n'y a pas de tenants, enfin les tenants et les aboutissants, voilà, voilà, il y a moyen de les suivre dans le désordre. C'est ce que je voulais vous dire, la fatigue. Aurélien d'un côté, Sébastien de l'autre, pour ce bonus évidemment. Et on va commencer avec Sébastien, si tu veux bien. On va parler d'Alibaba. Alors, les Chinois ont fait un truc que certains rêvaient de faire avec certaines GAFAM aux États-Unis, c'est-à-dire démonter le truc en petits morceaux, découper, déstructurer l'entreprise. Bah, disons que toutes les tentatives de manipulation d'Alibaba par le gouvernement chinois ont quand même coûté assez cher à cette entreprise ces dernières années, qui a perdu en part de marché, qui a perdu en valeur à la bourse également, divisé par 4, je crois, de tête la valeur boursière. On se souvient aussi de l'épisode de Jack Ma, le Bezos local, le monsieur qui a créé Alibaba, qui avait disparu complètement des réseaux sociaux. Et qui est au Japon maintenant, si je dis pas de bêtises. Alors, il a été exilé au Japon, mais depuis le 27 mars, donc depuis la semaine passée, il a refait des apparitions publiques en Chine. Et le nouveau dirigeant d'Alibaba a annoncé le même jour d'ailleurs qu'on revoyait Jack Ma pour la première fois depuis très longtemps que l'entreprise allait être scindée en 6 sociétés différentes, la filiale Cloud, la filiale Retail, donc l'équivalent d'Amazon.com, mais aussi une société de paiement, des sociétés de publicité, il y a un réseau social. C'est vraiment aussi, leur modèle de communication. J'ai l'impression que Amazon, c'est leur modèle en fait. Ou est-ce que c'est la machine. Ou est-ce que c'est le contraire? C'est la machine à photocopier d'Amazon, Alibaba. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Ils ont repris la recette qui a fait le succès d'Amazon et ils l'appliquent au marché chinois, qui est suffisamment grand pour leur donner la scalabilité et l'échelle qu'il faut pour ce genre d'infrastructure. Avec beaucoup de succès d'ailleurs, c'est un service qui marche bien, même si en Europe, en tout cas côté cloud, je vois les entreprises qui se méfient un peu, préfèrent aller chez un Américain qu'un Chinois pour des raisons qui leur appartiennent. Mais côté retail, il y a plein de gens qui achètent ici en Europe sur Alibaba, bon, c'est pas trop ma cam, mais je connais des tas de gens qui font ça. Alors officiellement, c'est eux qui ont choisi eux-mêmes pour des questions de performance, de rentabilité, etc. Mais évidemment, tous les analystes sentent la patte du gouvernement chinois là derrière, qui veut avoir des entreprises plus gérables, moins grandes, moins dominantes dans leur domaine. Ce qui ne les empêche pas d'aller s'installer un peu partout, parce que je pense qu'il y a un centre de tri Alibaba qui est en cours d'installation en Belgique, du côté de Charleroi, je crois, et je pense que la Belgique n'est pas le seul exemple. Je pense qu'ils avaient déjà un centre de tri aux Pays-Bas, si je dis pas de bêtises, ou en Allemagne, puisque certains colis transitaient spontanément, on va dire, par ce biais-là. Enfin voilà, c'est des montages à non plus finir pour arriver à faire de la marge, mais sur des prix rikiki, quoi, parce qu'ils vendent vraiment des trucs là-dedans. Ça peut aller de trucs très très gros, très imposants, jusqu'à des trucs... des porte-clés. Des porte-clés en plastoc, des saloperies à pas importer chez nous, quoi. Voilà, ok, je sais pas si Aurélien avait un avis là-dessus sur Alibaba, coupé en petits morceaux. Non. Après... c'est une stratégie assez commune de certaines boîtes de scinder comme ça. S'il y a une branche qui tombe, ça fait tomber tout le monde. C'est pas faux. Il y a pas mal de boîtes qui font ce genre de choses. C'est peut-être plus contrôlable aussi qu'un mammouth énorme. Voilà. Aurélien, tiens, tu prends la parole, je te la laisse. On va parler de terres rares, et on va parler encore de Chine d'ailleurs, puisque la Chine menace de fermer ses exportations de terres rares, dont les fameux aimants dont on a vraiment besoin à l'heure actuelle. Ouais. Alors j'en avais parlé dans un épisode il y a quelques mois de cette fameuse entre guillemets guerre froide des semi-conducteurs et des machines à produire les semi-conducteurs. On avait parlé aux Pays-Bas la boîte ASML là, qui fabrique des machines pour produire des semi-conducteurs et utiliser des terres rares. Et donc la revanche de le retour de la revanche. Le retour de la revanche, c'est que la Chine menace grandement de fermer les exportations de terres rares
pour fermer l'exportation. Alors que aujourd'hui, ils ont 84% du marché des aimants au néodyme et 90% des aimants au samarium cobalt. Il faut savoir que dans une machine électrique, dans toutes les machines électriques, la grande majorité des machines électriques qui équipent les vélos électriques, les trottinettes, les véhicules électriques, tout ce qui nous entoure, il y a des aimants, il y a une couronne d'aimants, et que c'est, en tous les cas, sans parler de l'électronique qui pilote cette machine, cette couronne d'aimants représente quand même une part non négligeable du prix de la machine. Et que ça pourrait faire très 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 mal à l'industrie européenne, notamment parce que aujourd'hui, comme je le disais, on réindustrialise en France pas mal de ces productions de machines électriques et on a besoin de ces aimants. Donc c'est une nouvelle qui fait un peu froid dans le dos. D'un côté, voilà, il y a les États-Unis qui qui interdisent que le savoir-faire parte, que les machines soient produites en Europe pour aller produire des terres rares en Chine. De l'autre côté, l'autre ils disent moi Noé, si tu m'interdis de produire en Chine, moi je t'envoie plus de matières premières. Alors voilà, bon c'est une vraie guerre froide. Moi ça me fait un peu peur. C'est un bras de fer, forcément, c'est parce qu'ils ont quand même besoin d'exporter leur richesse et c'en est une, parce que là c'est les terres rares, les aimants, etc. Mais c'est aussi le fait de pouvoir les transformer, où ils sont quasiment, comme tu le disais, sur le néodyme par exemple, en quasi-exclusivité. Donc tous ces éléments-là font qu'à un moment donné, les choses vont devoir se décrisper et qu'ils vont obtenir ce qu'ils veulent d'un côté pour voilà. Ils font peser le poids de leur richesse dans la balance. Ouais. Ils veulent peut-être aussi essayer d'exporter des produits à plus forte valeur ajoutée. Donc voilà. Ouais. Oui, parce que des voitures électriques, ils en fabriquent. Et ils en fabriquent, des moteurs électriques, ils en fabriquent. Voilà. Dedans, il y a des moteurs, et donc ce serait je ne les vois pas envoyer des voitures électriques avec des moteurs électriques qui n'auraient pas d'aimants. Ça n'aurait pas de sens. Ou alors, nous, on achète des voitures de chez eux pour récupérer les aimants. Oui, c'est ça. Comme certains achètent des lave-linges pour récupérer les chipsets pour en faire d'autres usages. Mais voilà, c'est... affaire à suivre, comme on dit dans ce cas-là, parce que c'est pas fini, évidemment, ça va encore bouger, surtout avec la Chine pour l'instant, on en reparlera bien sûr. Sébastien, nouvelle séquence vieux con. Une par épisode. Une par épisode, ouais, on parle de, et par bonus, on parle de Mozilla. Il y a 25 ans, Netscape publiait le code source de son navigateur. 25 ans. Voilà, c'est la nouvelle, ça fait 25 ans que pour la première fois, le code source d'un navigateur a été publié. À l'époque, c'était Netscape et le code source de Netscape, donc ils ont décidé de l'ouvrir fin des années 90 quand ça n'allait déjà plus trop bien pour eux. C'est ça qui a donné naissance à la fondation Mozilla qui a ensuite créé Firefox, qui est encore un navigateur largement utilisé, même si Google a beaucoup de parts de marché avec Chrome, ça reste à peu près l'alternative numéro 1 à Chrome, Chromium en tout cas, au navigateur basé sur le code de Chrome. Et une des personnes qui a pris cette décision, qui était quand même assez, j'allais dire un gros mot, qui était assez quand même culotté. Oui, ça commençait par la même lettre, mais c'est pas ça. Mais culotté à l'époque. Oui, c'est ça. Oui. Pensons à ce qu'il y a dans la culotte. Oui. De dire voilà, parce qu'à l'époque c'était un navigateur commercial, il vivait de ça, donc aller publier le code source, ça a été un boom dans l'industrie et ça a changé l'industrie et les navigateurs internet. C'est une pièce de software extrêmement compliquée, un navigateur internet. Hein, si je peux me permettre un bref rappel, un serveur internet c'est facile, on écoute sur un port réseau, on reçoit une demande de servir un fichier et on donne le fichier. Un navigateur internet, il faut parser tout l'HTML et toutes les style sheets et faire le rendu avec les beaux graphiques, les vidéos, les machins, le son, les cookies, tous les risques d'attaque, etc. C'est la pièce de technologie qui est super compliquée, surtout pour des sites web modernes comme on les fait maintenant. Et donc pour la première fois, il y avait du code de source dont on pouvait s'inspirer. J'étais du coup un peu revoir aussi l'histoire de Netscape. Ça avait été créé en 94.
par des anciens de NCSA qui avaient fait un premier navigateur internet qui s'appelait Mosaic. À l'époque, vous avez peut-être utilisé Mosaic sur Windows et sur station Unix et autres. Et puis ils avaient fait Netscape à l'époque du boom d'internet. Hein, là où la force de Marc Andreessen qui a créé Netscape, c'était de dire voilà, demain tout va passer par un navigateur. Et il a raison. Hein, regardez, aujourd'hui, on travaille dans des suites bureautiques, on fait sa banque, on fait ses achats en ligne. Même certaines apps mobiles sont des navigateurs en fait. Sont des navigateurs internet, et donc c'est important de se positionner sur ce marché. Ils le vendaient à l'époque, et puis pour ceux qui connaissent pas l'histoire, Microsoft est arrivé quelques années après avoir initialement dit internet c'est un truc marrant, mais nous on investit plutôt sur Microsoft Network, notre truc de propriétaire. Mais à un certain moment, Microsoft a dit ok, non, internet ça devient sérieux. Ils ont lancé Internet Explorer qui était gratuit, bundlé avec Windows. Ça a tué Netscape, évidemment. Plus personne n'allait ne fût-ce que télécharger Netscape puisqu'il était fourni en standard avec Windows. Je vous passe de longues années de procès, mais enfin qui a amené la perte de Netscape. Netscape avait aussi toute une gamme de soft côté serveur. Il faisait des serveurs web, des serveurs de portal, des application servers, avant que ça s'appelle comme ça. Des serveurs d'annuaire, un peu comme un Active Directory, mais basé sur un standard ouvert qui s'appelle LDAP. Et il se trouve que dans mon passé, j'ai vendu et beaucoup travaillé avec ces serveurs-là, puisque c'est Sun Microsystems qui avait racheté tout ça au moment du démantèlement de Netscape. Voilà, donc c'est une page de l'histoire de l'internet. J'ai cherché, j'ai pas trouvé le code source de l'époque. Je sais pas s'il est encore là. C'est Elon si je peux trouver, dites-le moi. C'est Elon l'a gardé. Mais à la même époque, on a vu d'ailleurs poindre le bout de son nez, mais jamais très très longtemps, tout un tas de navigateurs un petit peu exotiques, avec des fonctionnalités un petit peu exotiques. Je me rappelle de ça, des navigateurs. Oui, et puis des navigateurs qu'on pouvait customiser pour mettre sa marque, etc. Et puis ça disparaissait, et puis voilà, c'était pas très bien suivi et autres, et n'ont subsisté que quelques cas comme Internet Explorer par la suite, et voilà, et aujourd'hui ce qu'il y a, quoi. Ouais, pendant un moment, c'était Internet Explorer et uniquement ça, et puis et puis Google est arrivé et a un peu changé les choses, et maintenant on est reparti dans une vraie guerre avec Opera, avec Brave, avec Edge, avec Mozilla qui est toujours là, Firefox qui est toujours là. Mais avec moins de problèmes, puisque le moteur de rendu souvent c'est Chromium. Voilà, il y en a plus que deux, globalement. Il y en a plus que deux, et donc en général le code est quand même beaucoup plus facile à gérer. Il reste 2 minutes 30 à peu près pour parler du dernier sujet, Aurélien, que tu voulais aborder, c'est de faire atterrir The Rock. Est-ce que c'est l'acteur? Est-ce que c'est l'avion? Non, c'est l'avion. C'est l'avion. Alors, je suis tombé là-dessus cet après-midi, site de Cori. Alors, si vous regardez l'épisode, je parlais de chercheurs qui vont voir ce qu'il y a moins 8336 mètres. Et là, c'est pareil. Il y a des gens qui s'amusent à faire des avions. Oui. Un peu particulier. Alors, je vais essayer d'expliquer. C'est la société Stratolaunch qui a mis au point un avion. Alors, qui a 2 fuselages. Vous imaginez 2 fuselages parallèles. En fait, vous imaginez deux avions côte à côte, dont l'aile droite de l'une est égale, est la même chose que l'aile droite gauche de l'autre. C'est un avion siamois. Voilà. Exactement. Alors, sauf que le bébé là, il fait 117 ou 177, je sais plus. 117 mètres d'envergure. Ouais. Vous imaginez le truc? 590 tonnes au décollage, il peut faire. Ouais. Et le but, c'est de lancer des engins hypersoniques pour aller dans l'espace. Pour l'industrie aérospatiale. Voilà, pour l'espace. Donc, vous avez une interview du pilote qui dit que c'est quand même un engin compliqué pour voler, parce qu'il faut que les deux, eux ils sont dans un fuselage, dans l'autre il y a que des cartes électroniques, donc il faut que les deux fuselages soient. Il n'y a pas de pilote, rigoureusement parlé. Non, il n'y a pas de pilote. Tu imagines s'ils se fâchent avant la taille. Moi, je vais à droite, toi, tu vas à gauche. Salut. Et vu l'envergure du machin, a priori, pour atterrir, il y a un système très complexe qui fait que il vérifie que la queue ne peut pas toucher par terre quand ils arrivent, tu sais pas. Oui, c'est ça, quand ils se cabrent, faut pas que ça... Et il faut pas qu'il y ait de vent, tout ça, c'est assez compliqué. Si vous êtes passionné de trucs volants, allez lire l'article, c'est très marrant. Et voilà, je m'arrête là parce qu'il n'y a plus de temps.
Oui, c'est parce qu'il reste que 20 secondes pour ce bonus qui ne peut pas dépasser les 15 minutes. Merci beaucoup Aurélien, merci beaucoup Sébastien. On va se dire à très bientôt. Vous irez lire l'article, puisque comme d'habitude, on vous met les sources des sujets dont on parle, que ce soit dans les épisodes ou dans les bonus, vous y avez accès aussi. N'oubliez pas les pouces vers le haut sur YouTube, les petites étoiles et les commentaires sur les applications de podcast. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt avec 2 autres Hello Stick. Ce sera la semaine prochaine. Salut.